Au fur et à mesure des vidéos que j'ai réalisées, il y a une petite communauté fort sympathique qui s'est construite. Et mon plus grand plaisir dans tout ça, c'est d'échanger avec vous. Sincèrement, il n'y a pas plus touchant que de discuter avec vous de choses qui vous tiennent à cœur par message privé. Chaque semaine, j'ai des débats super enrichissants avec vous, et je vous remercie d'ailleurs pour ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai reçu un message d'un gars en terminale qui s'appelle Aurélien. Alors Aurélien, il est apparemment dans un lycée assez solide, et il est lui-même assez solide en cours, et selon moi, a beaucoup de potentiel. Il est venu vers moi par message privé, en me parlant d'un devoir surveillé qu'il avait fait concernant les intégrales. Grand chapitre de l'aspect maths, c'est malheureux cependant que ce ne soit plus au bac, ça faisait pourtant des très beaux sujets, notamment les sujets du Liban avec des suites de fonctions qui étaient véritablement intéressants et avaient selon moi leur charme. Ça changeait des exotypés d'analyse nuls qu'on se tape un peu partout chaque année malheureusement. En revanche, les intégrales, c'est un sujet qui demande parfois de la subtilité et un peu de prise de recul, et on va voir ça à travers cette vidéo. En terminale, à travers le cours, on voit les primitives visuelles de fonctions, le fait que l'intégrale est linéaire, le fait que l'intégrale corresponde à l'aire sous la courbe. On peut aussi voir des algorithmes classiques comme la méthode de Monte-Carlo par exemple, qui est un algorithme probabiliste de calcul approché d'air avec une convergence assez lente malheureusement. Quand bien même il est intuitif, c'est assez long d'avoir une marge d'erreur faible avec ce genre d'algorithme. D'un point de vue intuitif, vous avez aussi la fameuse méthode des rectangles, qui permet d'approximer l'aire sous une courbe via des subdivisions. Et d'ailleurs, la plupart des profs présentent systématiquement cette méthode tant elle est classique. Dans certains lycées même, je pense notamment aux lycées prestigieux qui ont des prépas assez solides, on peut voir aussi l'intégration par partie, mais c'est clairement pas tous les lycées, et c'est dommage parce que ça reste selon moi un classique du calcul intégral, et c'est selon moi abordable dans la mesure où c'est calqué de la formule de la dérivée d'un produit, que vous connaissez tous vu qu'on voit ça en première. Donc voilà, doublement dommage. Du coup, Aurélien, il me dit que globalement son DS il l'a réussi, et d'ailleurs il me dira plus tard qu'il a fini premier, donc voilà, bravo à lui. En revanche, il y a deux questions qu'il a pas réussi à traiter, alors ça peut être dû au stress, ça peut être dû à n'importe quoi, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. La première question qui lui a posé problème et sur laquelle on va passer rapidement faisait partie d'un exercice de calcul de primitives usuelles. Le tout, c'était de bien maîtriser les formes classiques afin de les reconnaître assez vite, afin de verrouiller un maximum de points en un minimum de temps. J'affiche du coup la dernière intégrale qui a été posée dans l'exercice. Donc voilà, on a un joli quotient d'exponentielle qui est peut-être familier pour certains. Vous l'aurez reconnu, ici c'est quelque chose de la forme U' sur U. Et une primitive de U' sur U est évidemment donnée par le logarithme de... Donc normalement, si on reconnaissait le truc, on s'en sortait relativement bien, mais il suffisait d'un peu de stress ou de distraction pour ne pas reconnaître cette saloperie. En revanche, ceux qui sont cultivés et qui ont un peu de bouteille au niveau des fonctions ont reconnu la tangente hyperbolique. Et la primitive est usuelle pour les post-bac et elle est donnée par le logarithme du cosinus hyperbolique. Et pas besoin ici de mettre de valeur absolue dans le log parce que par construction, le cosinus hyperbolique est positif. Toujours. Je veux dire, c'est une somme d'exponentielles, donc il n'y a pas de souci de définition sur la primitive. Je préfère préciser ça parce que si on intègre non plus la tangente hyperbolique, mais la tangente, vous allez vous retrouver avec du logarithme de cosinus x, et là vous êtes obligé de mettre une valeur absolue parce que le cosinus x est parfois négatif sur R. Auquel cas, on aurait un souci de définition parce que comme vous le savez, à moins de faire des prolongements un petit peu exotiques, vous ne pouvez pas prendre de logarithme de nombres négatifs. Donc voilà, attention aux problèmes de définition, ça peut survenir beaucoup plus vite qu'on ne le croit. D'où l'importance évidemment de rester attentif. Alors là, vous allez me dire, selon la méthode, qu'on trouve pas la même primitive. Et si vous me dites ça, vous avez partiellement raison, mais surtout, vous n'êtes pas assez observateur. En effet, si je prends le log de cosinus hyperbolique, donc la primitive que j'ai trouvée via la deuxième méthode, je le réécris avec la définition du cosinus hyperbolique, j'applique les propriétés du logarithme, ensuite ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Je retrouve d'une part la primitive que j'ai trouvée au cours de la méthode 1, auquel je soustrais ln de 2. Mais du coup, c'est pareil, parce que quand je dérive ln de 2, bah ça dégage, enfin c'est une constante, tu vois. Et en fait, le ln de 2, il est couvert depuis le départ par la constante d'intégration. Vous savez, le fameux plus c qui est là d'habitude juste pour décorer. Et ben en fait, c'est lui qui cachait le ln de 2 depuis le départ. Donc on a bien des primitives similaires. Je dis juste pour décorer, évidemment, en singeant un petit peu les physiciens. Dès lors que vous avez un problème physique avec des conditions initiales, bah là, le plus c, il est plus là pour faire joli, hein, clairement. Il devient véritablement important et d'ailleurs déterminé en général par les conditions initiales. Et dans des calculs d'équadif type problème de Cauchy par exemple, bah parfois on parlera plus d'une primitive, mais de la primitive. Parce que parmi l'infinité vaste de primitives qui existent pour une fonction donnée, et ben il n'y en a qu'une seule qui correspondra, il n'y a qu'une seule constante d'intégration qui va correspondre et qui va fournir une réponse au problème de Cauchy. Donc voilà, la fonction est primitivée, on a tous les points sur l'exercice. Et sincèrement, je trouve ça super sympa que la prof ait pris l'initiative de mettre la tangente hyperbolique et pas une fonction toute moche dans l'exo pour les primitives, parce que véritablement, c'est une fonction intéressante. Typiquement, quand vous étudiez des phénomènes économiques ou physiques, vous avez parfois ce qu'on appelle des effets de seuil ou des points anguleux, c'est-à-dire des points en lesquels la fonction associée est soit discontinue, soit pas dérivable. Et il est primordial de construire une transition douce et naturelle entre vos portions lisses de courbes, parce que sinon vos
vos algos ils peuvent s'affoler et faire des calculs itératifs qui divergent complètement. Et évidemment, c'est des instabilités numériques qu'on aimerait éviter. Genre, vous prenez la thermo dans les changements de phase, c'est très facile de choper des incohérences dans les algorithmes. Et tous ceux qui ont fait leur TIPE là-dessus en prépa savent de quoi je parle. De toute façon, l'absence de continuité ou de dérivabilité, ça plaît très rarement au programme. Avec certaines boucles, ça peut mal fonctionner, et de façon générale, ça plaît jamais à personne, ce genre de problème. Et bah la tangente hyperbolique, c'est un des outils qui peut permettre de résoudre ce genre de problème. Là, imaginons, je veux faire une transition tranquille entre la fonction carré et la fonction inverse. Vous voyez bien, au point d'abscisse 1, j'ai un point qui est anguleux, et c'est un truc qui me plaît pas, donc je veux changer ça. En introduisant la bonne fonction que j'affiche là maintenant, vous voyez qu'on a une transition beaucoup plus smooth. Et ici, vous pouvez régler B comme vous voulez, plus B va être petit, c'est-à-dire proche de 0, plus on va avoir un truc proche de la courbe initiale. En général, prendre B égale à 1/10 ou 1/20, ça suffit largement pour les calculs qu'on fait. Ça suffit à avoir une marge d'erreur assez faible, assez négligeable. C'est évidemment pas le seul usage de cette fonction, il y en a évidemment plein d'autres. Vous la retrouvez notamment quand vous calculez des transformations de Lorentz, par exemple. Tout ce qui est attrait à la relativité restreinte utilise pas mal de trigonométrie hyperbolique, de toute façon. Ici, je pense qu'il y en a certains qui ont fait de la physique approfondie et qui du coup reconnaissent le gamma, qui constitue un rapport de proportionnalité entre le temps vrai et le temps local, et ça indique grosso modo qu'on a une dilatation du temps quand un objet bouge à une vitesse proche de celle de la lumière. Alors, je dis ça avec des grosses guillemets parce que je ne suis pas physicien, mais j'essaye de vous donner une idée de ce que c'est. Et si vous faites des études théoriques de tout ça, en général, vous notez, pour simplifier les expressions, V sur C est égal à bêta, et on appelle ça la vitesse réduite. Et là, la magie opère, parce que grâce à la bijectivité de la tangente hyperbolique de R+ sur 0,1, vous pouvez effectuer un changement de variable très intelligent, un changement de variable angulaire. Il vous suffit de poser bêta est égal à la tangente hyperbolique de θ. Et ce changement de variable qui paraît complètement ubuesque simplifie beaucoup certains systèmes d'équations. Je m'explique. Tout l'avantage vient du fait que ton gamma devient cosinus hyperbolique de θ. Je vous laisse mettre pause si vous voulez le détail des calculs, qui n'est pas très compliqué. Et fatalement, vous avez même une expression pour sinus hyperbolique de θ. Du coup, les systèmes chiants à 4 variables se réécrivent de manière beaucoup plus docile avec ce changement de variable. Et vous pouvez même l'écrire sous forme matricielle avec des matrices de rotation hyperboliques. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, encore une fois, la tangente hyperbolique nous sauve la vie. Parenthèse beaucoup trop longue, je m'écarte trop du truc. Le véritable objet de cette vidéo, c'est la deuxième intégrale, qui était d'ailleurs dans la miniature de la vidéo. Je pense que vous avez cliqué pour ça essentiellement. C'était le dernier exercice du DS. Il était sur 2 points. Okay. Et il demandait de calculer cette intégrale que je vous réaffiche là tout de suite, évidemment. Quand Aurélien il me l'a envoyé, j'étais dans mon lit, tu vois. Et la frustration de pas trouver de tête a fait que je me suis levé, j'ai été sur mon bureau, j'ai pris un crayon. Mais écoute bien, même avec le crayon, panne d'idée les 5 premières minutes. Je savais pas comment m'en sortir de ce truc-là. Vraiment. J'ai commencé à penser à l'intégration par partie. Pourquoi pas. En revanche, ça va être très laborieux de trouver une primitive, et la primitive va être hideuse à mon avis, ça va être un truc avec de l'arcsinus, des trucs comme ça. Raisonnons du coup plutôt méthodiquement, si vous le voulez bien. Premièrement, utilisez le caractère multiplicatif de la racine carrée. Ça mange pas de pain, on va voir ce que ça donne. Puis maintenant, pourquoi pas faire un changement de variable pour essayer de se débarrasser des racines carrées, parce que moi je sais pas intégrer les racines carrées aussi facilement que ça. Du coup, je vais poser x égale u carré, et du coup j'ai dx égale 2u du. Étant donné le changement de variable, on n'a pas de changement sur les bornes, donc nickel, on reste entre 0 et 1. Mais je peux du coup réécrire un peu plus convenablement mon intégrale. Problème, j'ai toujours une racine. Et là, pour la faire tomber, il faut être un petit peu plus malin. Les plus chevronnés en intégration l'auront remarqué, mais le terme sous la racine fait curieusement penser à une identité trigonométrique. Quelque chose que vous avez vu en première, que vous devez avoir en tête tout le temps normalement, qui est le fameux sin carré plus cos carré égale 1. Et bien on va faire un changement de variable trigonométrique dans ce cas-là. On va poser u égale sinus de θ. Du coup, du c'est cos θ dθ. Attention à la borne supérieure de l'intégrale, qui n'est plus 1 mais pi sur 2, hein, c'est arc sinus de 1, donc ça donne pi sur 2. Le 0 ne bouge pas, y a pas de souci. Et ce changement de variable qui paraît saugrenu ne l'est pas tant que ça, parce que, regardez bien, la racine, du coup, je me retrouve avec du 1 moins sinus carré θ. Mais 1 moins sinus carré θ, d'après l'identité qu'on vient de rappeler, c'est cosinus carré de θ. Du coup, je remplace et je peux faire sauter ma racine. Alors là, du coup, j'ai plus de racine carrée, mais j'ai un bordel de produits trigonométriques. Ça me pose problème, mais si je suis assez doué, je peux penser à une autre identité trigonométrique qui peut me servir. Vous l'avez reconnu, 2 sin θ cos θ, c'est évidemment du sinus de θ. Formule de l'angle double, vous vous en rappelez tous évidemment, se montre bien entendu avec les formules d'addition si vous n'êtes pas convaincu. J'applique donc ma formule. Alors c'est cool, ça fait un peu le ménage, mais c'est toujours pas avantageux pour moi. Je ne sais toujours pas intégrer sinus carré. C'est pas une primitive usuelle que j'ai dans mon répertoire, mais c'est pas grave, on linéarise. Systématiquement, quand vous devez intégrer une fonction trigonométrique à une certaine puissance, n'hésitez pas à linéariser les cosinus et les sinus. C'est 99%
90% du temps le bon réflexe qu'il faut avoir, et je sais qu'en terminale, quand vous faites des calculs de ce type-là, c'est en général ça qui revient. Alors soit vous faites ça par les exponentielles complexes, qui est le plus simple, soit vous vous servez de formules un petit peu obscures ou exotiques que je ne connais pas, et on se retrouve finalement avec du 1 moins cos 4 θ sur 4. Et ça, je sais intégrer, c'est parfait. Le 1, ça va me donner du θ, le cos 4 θ, ça va me donner du sin 4 θ sur 4, et au final, je me retrouve avec cette belle petite chose, et après calcul, ça vaut pi sur 8. Bon, formidable, on a trouvé le résultat, on a eu les points. Mais attends, même dans les bonnes terminales, on ne demande pas autant de taf et de prise d'initiative dans les DS. Et de toute façon, la grande majorité des termes ne connaissent pas leurs identités trigonométriques, donc c'est certainement pas ça ce que la prof attendait. Alors évidemment, là je fais une pause là-dessus, mais c'est une erreur de ne pas connaître ces identités trigonométriques, donc allez les apprendre. Mais bon bref, à aucun moment c'était la méthode attendue par la prof, c'est pas possible, j'ai dû manquer quelque chose, tu vois. Repartons de la fonction de départ si vous le voulez bien. On a y égale racine de x fois 1 moins x. Alors, je passe au carré de chaque côté pour me débarrasser des racines, attention, ce n'est pas une équivalence. J'ai du coup y carré qui vaut x moins x carré. Je mets tout ça de l'autre côté. Y carré plus x carré moins x égale 0. Le truc formé par les x m'embête et m'empêche d'avancer, du coup je vais passer ça sous forme canonique. J'obtiens cette expression, et le 1 quart, je m'en fiche, je vais le passer de l'autre côté. Est-ce que vous remarquez quelque chose maintenant? Parce qu'évidemment, il y a quelque chose à remarquer. Ah oui, cette merde là, c'est une équation de cercle. Plus précisément, c'est l'équation du cercle de centre 1,5, 0 et de rayon 1,5. Nous, on a pris la racine carrée à la base, n'oubliez pas. Du coup, la fonction de base qu'on intègre, elle décrit un demi-cercle sur le plan supérieur. Si on avait un moins devant la racine, ça aurait été le plan inférieur. Et rappelez-vous, l'intégrale d'une fonction, c'est l'aire sous la courbe. C'est fondamental et on a tendance à l'oublier. La preuve avec mon raisonnement de tout à l'heure où j'ai fait des changements de variables un peu obscurs. Donc l'intégrale en réalité, c'est juste l'aire d'un demi-cercle de rayon 1,5. Et ça, vous savez depuis le collège que ça vaut pi sur 8. Et plus généralement, si vous prenez a, un réel quelconque, et que vous intégrez racine de x fois moins x, vous allez avoir un demi-cercle de rayon a sur 2. Et quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir trouver la valeur de l'intégrale sans problème. Ceci illustre parfaitement le fait que la solution la plus simple n'est pas toujours la plus évidente. Quand vous abordez un problème, je vous en supplie, soyez toujours observateur. C'est primordial d'avoir un regard aiguisé face à certains problèmes pour vous faciliter la vie ou pour tout simplement ne pas vous mettre en péril. Pour certains, quand vous allez vous retrouver dans le supérieur, vous allez continuer les maths. Et vous allez vous rendre compte qu'il existe assez souvent plusieurs solutions à un problème donné. Ça marche aussi dans la vie de tous les jours, ça. Et il est très probable qu'une des solutions est un gain de temps phénoménal, mais demande un petit peu d'observation, tu vois. Exemple de gain de temps possible, imaginons tu veux prouver que pi est irrationnel. Ok, pourquoi pas. Vous pouvez faire comme Lambert l'a fait en utilisant la fraction continue de la tangente, mais ça prend des plombes et c'est ultra difficile. En revanche, vous avez un théorème ultra puissant qui s'appelle le théorème de Hermite-Lindemann, qui peut, couplé à un raisonnement par l'absurde, vous montrer que pi est transcendant, et donc que pi est nécessairement irrationnel. Et ça prend 2 lignes. Et en plus, vous montrez un truc encore plus fort, c'est-à-dire la transcendance de pi, qui est selon moi un des résultats les plus magnifiques qu'on a en algèbre. Bref, tout ça pour dire qu'être observateur, c'est une qualité non négligeable, donc cultivez cette qualité si possible. Je vous encourage vivement à la travailler. Faites attention aux détails, prenez du recul, essayez d'établir des liens. Si vous couplez votre côté attentif à une bonne logique et des bons automatismes, vous êtes sûr d'aller loin en mathématiques. On va s'arrêter sur ces belles paroles, ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Elle était un peu plus courte que les autres. Des bisous, prenez soin de vous, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement en DM. Je vous dis à une prochaine, salut tout le monde.